Bonjour, je m'appelle Patricia et je vis actuellement dans une petite annexe de la maison de mes beaux-parents, avec mon mari, Willy. Alors que j'occupe l'annexe seule, Willy réside dans la maison principale avec ses parents. Cette annexe, qui était à l'origine un projet modeste du grand-père de Willy, destiné à servir de retraite personnelle, a été transformée en un espace habitable de la taille d'une chambre standard, grâce à mes efforts. Willy et moi avons vécu dans un appartement ordinaire pendant les 4 premières années de notre mariage. Cependant, ses parents, qu'il aime beaucoup, ont soudainement exprimé le souhait qu'il rentre chez lui. Motivé par son devoir de fils et touché par le désir de ses parents, avec larmes et embrassades, Willy a décidé de retourner vivre avec eux. J'ai été quelque peu surpris et bouleversé par leur démonstration d'émotion. Willy et moi nous sommes rencontrés pour la première fois au travail, où il a commencé comme mon subordonné. Rejoignant l'entreprise à mi-chemin de sa carrière. Nous sommes sortis ensemble pendant 4 ans, alors qu'il vivait chez ses parents, ce qui semble avoir renforcé un sentiment de nostalgie et de mal du pays pour lui et ses parents. Bien qu'il ait vécu seul après notre mariage, l'éducation de Willy, caractérisée par des soins considérables et une faible participation aux tâches ménagères, semblait le ramener à la familiarité et au confort de la maison parentale. Lorsque j'ai suggéré que nous partagions les tâches ménagères, Willy a semblé hésiter et a admis qu'il n'avait jamais vraiment participé à de telles tâches auparavant. Malgré mes espoirs de répartir équitablement les responsabilités, Willy n'avait jamais envisagé d'y prendre part. J'ai remarqué un schéma récurrent. Chaque fois que j'essayais de l'impliquer, il feignait un intérêt momentané, puis perdait rapidement son enthousiasme et concluait « Ce n'est pas pour moi. Patricia. Tu es plus douée que moi. Tu devrais continuer à le faire. » Nous travaillions tous les deux à temps plein, mais comme j'occupais un poste plus élevé dans mon travail, je ressentais un besoin plus fort de répartir les tâches domestiques. Pourtant, essayer de faire contribuer Willy s'avérait souvent plus épuisant que de tout faire soi-même. J'ai fini par trouver plus simple de gérer toutes les tâches seule. Et la dynamique de notre foyer a commencé à changer lorsque j'ai commencé à travailler à distance. Willy, d'abord surpris de me voir à la maison tous les jours, a semblé s'adapter à ce nouvel arrangement. Du moins, c'est ce que je croyais. À eu fil du temps, cependant, il est devenu évident qu'il n'avait pas tout à fait compris ce qu'impliquait mon travail à domicile. Quelques années après le début de mon travail à distance, les parents de Willy ont soudainement visité notre appartement. Exprimant leur désir de vivre plus près de lui. Je me suis senti isolé et désorienté en assistant à leurs retrouvailles émouvantes. Finalement, respectant le désir de Willy de se rapprocher de ses parents, nous avons décidé d'emménager dans leur maison. Tout au long de notre relation, Willy a toujours choisi des endroits proches de ses parents, que ce soit pour louer un appartement ou pour choisir un emploi. Pour moi, depuis que je travaillais à distance, le lieu n'avait plus d'importance. Mais les décisions de Willy signifiaient souvent que nous devions nous déraciner et même quitter notre emploi. Lorsque Willy a emménagé dans la maison de ses parents, sa mère lui a chaleureusement exprimé sa gratitude en disant « Merci d'avoir pris soin de Willy pendant tout ce temps. À partir de maintenant, je m'occuperai bien de lui. Patricia s'occupe de tout le reste. » À eu départ, j'ai pensé que cela signifiait que j'étais déchargée des tâches quotidiennes liées à Willy. Mais j'ai vite compris que ses véritables intentions étaient tout autres. Ma belle-mère a pris sur elle de répondre aux besoins spécifiques de Willy. Elle lui préparait des repas spéciaux, ne lavait et ne repassait que ses vêtements, gardait ses chaussures et ses affaires en parfait état et achetait divers articles personnels exclusivement pour lui. Pendant ce temps, toutes les autres tâches ménagères, y compris la cuisine et la lessive pour les parents de Willy et moi-même, m'incombaient désormais. Malgré mes engagements professionnels à temps plein, je me suis retrouvée chargée non seulement de gérer nos tâches quotidiennes, mais aussi de maintenir la propreté de la grande maison familiale. Cette nouvelle situation m'a découragée. Bien que cette situation de vie semble apporter de la joie à Willy et à ses parents, elle ne présente aucun avantage apparent pour moi. Mes responsabilités semblaient s'être multipliées. Lors d'une séance de nettoyage, mon beau-père est venu me voir avec une demande hésitante. Il s'est excusé en disant « Patricia, j'ai une faveur à te demander. Pourrais-tu donner un peu d'argent ?
Confuse, je lui ai demandé de s'expliquer davantage. Et elle m'a fait part de sa difficulté à demander à Willy de contribuer financièrement, ajoutant « Willy a travaillé dur et il est difficile de lui demander une contribution financière. » Cette révélation a ajouté à la complexité de notre dynamique de vie, en soulignant la répartition inégale des tâches et des responsabilités financières. Willy et moi avions déjà convenu de partager les dépenses telles que le loyer de notre appartement et d'autres frais de subsistance. Cependant, lors de nos courses, Willy me persuadait souvent de payer divers articles, notamment des ingrédients non essentiels, de l'alcool, des vêtements et des accessoires. Lorsque j'exprimais ma réticence, il réagissait de manière puérile, m'accusant d'être avare. Malgré ces désaccords financiers, je trouvais un certain réconfort dans le fait que, mis à part ses problèmes, Willy n'interférait pas beaucoup avec ma vie quotidienne. Ce semblant de paix a changé radicalement lorsque nous avons commencé à vivre ensemble chez ses parents. Contrairement à Willy, sa mère perturbait activement ma routine. Elle interrompait constamment mon travail à domicile, insistant pour que je donne la priorité aux tâches ménagères plutôt qu'à mes obligations professionnelles. Elle faisait même irruption dans ma chambre et tirait sur mes vêtements, ce qui m'empêchait de me concentrer sur mes tâches. Frustré, j'ai abordé le sujet avec Willy, m'attendant à ce qu'il prenne le parti de sa mère. À ma grande surprise, Willy m'a écouté attentivement et m'a promis de lui parler de ses interruptions. J'espérais un compromis qui répondrait à nos besoins à tous les deux. J'étais loin de me douter que l'idée que Willy se faisait d'un compromis était bien différente de ce que j'imaginais. Il s'agissait de me reloger dans l'annexe, une structure séparée sur leur propriété, suggérant un nouveau niveau de séparation plutôt que d'intégration. Un jour, en plaisantant, j'ai posé à Willy une question sur l'annexe, lui demandant si je pouvais la démolir et construire une nouvelle maison à sa place. À mon grand étonnement, il m'a répondu avec désinvolture que je pouvais même la démolir et construire une nouvelle maison si je le souhaitais. Cette remarque décontractée a ouvert des possibilités inattendues pour notre mode de vie, suggérant un niveau d'autonomie que je n'avais pas anticipé. Prenant les paroles de Willy au pied de la lettre, j'ai rapidement commencé à remodeler l'annexe pour l'adapter à mes goûts. Alors que je nettoyais, rénovais et changeais les papiers peints, j'ai remarqué que Willy n'était jamais venu vérifier l'avancement des travaux. Au fur et à mesure que je transformais l'espace, il est devenu évident que Willy n'avait pas l'intention de vivre avec moi dans l'annexe rénovée. Cette prise de conscience m'a frappé de plein fouet. Au sein du trio familial, j'étais l'outsider. Il m'arrivait de me retrouver seul à la maison, lorsqu'il sortait au restaurant barbecue, ou lorsque je devais travailler tard et que je manquais les repas communs. Ces sorties, souvent orchestrées par la mère de Willy, semblaient délibérément planifiées. Et elle semble qu'elle ait poussé à mon exclusion, espérant peut-être que je quitterais son fils. Malgré cette dynamique, Willy m'avait donné une totale liberté avec l'annexe, et j'ai saisi cette opportunité pour faire de cet espace le mien. Je me suis lancé dans des projets de bricolage, installant de nouvelles étagères et personnalisant chaque coin. Il est intéressant de noter qu'après mon départ, ni Willy ni ses parents n'ont jamais visité l'annexe. Ils devaient être au courant des rénovations, mais ils ne se sont pas intéressés à mes activités, ce qui a renforcé le sentiment que je n'étais plus considérée comme faisant partie de la famille. En vivant loin de la maison principale, surtout sans la présence constante de la mère de Willy, j'ai commencé à apprécier ma nouvelle indépendance. J'avais presque l'impression de vivre seule, ce qui était étonnamment libérateur. J'ai trouvé du réconfort dans le fait que résider dans l'annexe l'empêchait d'interférer avec mon travail. Pendant les travaux de rénovation, j'ai même installé de nouvelles serrures et renforcé la sécurité, faisant de l'annexe mon sanctuaire à l'écart de la dynamique familiale. J'ai veillé à ce que personne, pas même Willy ou ses parents, ne puisse entrer dans l'annexe sans ma permission. Ce nouveau niveau d'intimité m'a fait reconsidérer la question de savoir si cette séparation n'était pas une bénédiction déguisée. Cependant, il semble que ma belle-mère ait déjà senti mon détachement croissant et qu'elle n'était pas prête à me laisser trouver la paix facilement. Ne pouvant plus supporter son comportement, je me suis retrouvée à la croisée des chemins et j'ai réfléchi à la marche à suivre. Alors que je m'installais dans l'annexe rénovée, la volonté désespérée de ma belle-mère de m'éloigner devenait de plus en plus évidente. Son harcèlement subtil a commencé par des contrariétés mineures, comme le fait de laisser les ordures devant ma cabane le jour de la collecte des déchets, au lieu de les déposer à l'endroit prévu à cet effet. Parfois,
Elle organisait des barbecues dans le jardin, m'omettant délibérément de la liste des invités tout en veillant à ce que l'odeur alléchante de la viande grillée se propage jusqu'à moi. Malgré ses efforts, je ne pouvais m'empêcher de sourire devant la futilité de ses tentatives pour me mettre à l'écart. Puis, un jour, elle m'a convoqué dans la maison principale sous prétexte de m'offrir des restes de viande et de pommes de terre. Sentant qu'il y avait plus que cela, j'ai accepté. À mon arrivée, je l'ai trouvée seule dans le salon. D'un geste théâtral, elle a posé un simple papier sur la table, un papier de divorce. Et il était évident que sa véritable motivation était de m'imposer ce document, sachant que si elle demandait à Willy de le faire, il s'exécuterait sans poser de questions. Et il ne me restait plus qu'à accepter, et Willy et moi pourrions officiellement divorcer en soumettant simplement le document au tribunal de la ville. D'un air suffisant, sa mère a déclaré, « N'est-il pas temps que tu abandonnes ? Il n'y a plus aucune raison pour que toi et Willy restiez mariés. Sors de là, espèce de chômeuse parasite. » J'ai été déconcertée par son audace, mais sa certitude n'a fait que renforcer ma détermination. Excitée par la perspective de la liberté, j'ai saisi avec empressement le papier du divorce, en m'exclamant, « Je vais tout de suite au tribunal de la ville. » Merci beaucoup. Ma belle-mère, qui s'attendait probablement à ce que je résiste au divorce, est restée abasourdie par mon enthousiasme inattendu. Après avoir déposé les papiers du divorce au tribunal de la ville, je n'ai pas perdu de temps pour emballer mes affaires. Estimant qu'il était nécessaire d'informer la mère de Willy de la finalisation du divorce, je me suis rendue à la maison principale. Je l'ai informé que la procédure avait été couronnée de succès. En ce qui concerne la cabane que j'avais rénovée, je lui ai dit que je la laisserais en l'état et qu'elle était libre de la démolir ou de l'utiliser à sa guise. Mon attitude positive à l'égard de mon départ a semblé surprendre même ma belle-mère qui, bien que semblant heureuse de mon départ, m'a souhaité bonne chance. Le jour de mon départ, Willy et son père, semblant se rendre compte que je partais vraiment, ont exprimé leur inquiétude. « Tu t'en vas ? Que allons-nous faire sans Patricia ? » m'ont-ils demandé. J'ai souri et je les ai remerciés de m'avoir laissé utiliser la cabane. Je leur ai expliqué qu'il n'y avait plus d'intérêt à rester mariés, et que maintenant que nous étions divorcés, il était temps pour moi de passer à autre chose. Tout en organisant mes affaires, j'ai achevé mon déménagement dans un appartement de luxe, un changement que je prévoyais depuis un certain temps. Peu de temps après m'être installé dans mon nouvel appartement, ma belle-mère m'a appelé, d'un ton maladroit. Patricia. Répondant joyeusement à l'appel de ma belle-mère, j'ai commencé par une demande de renseignements enjoués. Quoi de neuf ? Comment ça se passe avec le chalet que j'utilise actuellement ? Elle a ensuite abordé un sujet plus sérieux, à savoir les finances. Plus précisément, elle m'a dit que Willy l'avait informé que je donnais $5000 par mois à son père. Confirmant ses dires, j'ai expliqué que, contrairement à ses accusations antérieures selon lesquelles je n'étais qu'un piquet assiette au chômage, j'avais bel et bien un emploi rémunéré. Sa surprise était évidente au téléphone. Elle avait eu l'impression que j'avais complètement quitté mon emploi. J'ai rapidement mis les choses au clair, en précisant que je n'avais pas simplement quitté mon emploi précédent, mais que j'étais devenu président d'une nouvelle entreprise. Cette entreprise, ai-je précisé, était pionnière en matière de travail à distance et se positionnait à l'avant-garde des environnements de travail modernes. Sa réaction a été un mélange d'incrédulité et de confusion, ce qui m'a poussé à soupirer. Je me suis rendu compte que Willy, elle aussi, n'était pas au courant de mon ascension professionnelle, ce qui a mis en évidence la distance qui nous séparait. Non seulement physiquement, mais aussi dans la perception que nous avions l'un de l'autre. Depuis qu'il vit avec ses parents, il est clair qu'il n'a jamais pleinement assumé son rôle de mari. Elle s'est ensuite enquise de mes revenus, curieuse de savoir si mon nouveau rôle avait également augmenté mes revenus. J'ai répondu avec désinvolture que mes revenus s'élevaient à environ $3 millions. Ce chiffre était certes exagéré, mais il s'agissait plutôt d'une simplification pour éviter d'entrer dans la complexité de mes revenus réels. Saisissant l'occasion, elle a détourné la conversation. Avec autant d'argent ? Pourriez-vous nous en prêter ?
Votre beau-père a été licencié et il l'a caché. Nous nous sommes débrouillés avec les 5000 $ que vous nous avez donnés, et ni Willy ni moi n'étions au courant de sa perte d'emploi. Cette révélation a mis en lumière une conversation que j'avais eue avec mon beau-père, au cours de laquelle il m'avait dit à quel point il se sentait malheureux de demander de l'argent à son fils. Je comprends à présent que ces propos n'étaient qu'une façade, probablement une manœuvre stratégique visant à obtenir un soutien financier de ma part, en partant du principe que ma position professionnelle supérieure impliquait une richesse substantielle. Cette manœuvre, bien qu'astucieuse, a permis de dresser un tableau plus clair de la dynamique financière au sein de la famille de Willy et de ses attentes à mon égard. Dans notre ancienne entreprise, ils ont subtilement manœuvré pour me soutirer 5000 $ par mois sous prétexte de partager les frais de subsistance. Rétrospectivement, cela ne me dérangeait pas trop à l'époque, car cela me permettait de vivre paisiblement dans une cabane tranquille. Mais aujourd'hui, divorcé de Willy, je ne vois plus aucun lien qui m'unit à sa famille. Lorsque j'ai mentionné cette rupture, ma belle-mère a plaidé avec insistance: « Ce n'est pas vrai. Pour moi et Willy, vous êtes toujours de la même famille, revenez nous voir, s'il vous plaît. » J'ai immédiatement refusé, pleinement consciente du risque d'être à nouveau exploitée. Reprendre une relation avec Willy n'offrait aucun avantage. Nous étions désormais des étrangers, et il était inconfortable pour eux de me considérer encore comme de la famille. D'autant plus que ce sont eux qui m'ont poussé dehors à l'origine. Je profite vraiment de ma vie seule maintenant. C'est à peu près la même chose que lorsque j'étais mariée. La plupart du temps, je vis seule. La différence, c'est qu'à l'époque, je ne dépensais pas d'argent pour moi et qu'on me ponctionnait 5000 $ par mois. Je préfère de loin ma vie actuelle. Avec un au revoir ferme, j'ai mis fin à l'appel sans hésitation, perplexe quant à la raison pour laquelle il pensait que je reviendrais un jour. Pour ma belle-mère, il devait s'agir d'un ultime effort. En réalité, le salaire de Willy n'était pas impressionnant et il avait l'habitude d'éviter les responsabilités, en disant souvent « je ne peux pas le faire » et en confiant des tâches à d'autres. Ce trait de caractère, présent dans nos vies personnelles et professionnelles, le rendait peu fiable, et il restait un employé régulier sans aucune progression de salaire. En outre, son père ayant été licencié et sa mère étant femme au foyer, ils ont eu du mal à entretenir leur grande maison et ont finalement dû la vendre. Aujourd'hui, ils vivent tous les trois dans la cabane que j'ai rénovée. Si elle convient parfaitement à une personne, elle doit être très exiguë et inconfortable pour 3 personnes. Depuis, je n'y ai plus pensé et je continue à vivre ma vie tranquillement, en savourant la solitude et la liberté que m'apporte ma nouvelle indépendance.